Donc, bienvenue sur l'atelier la montée en puissance des incendies majeurs. Nous allons faire la présentation et nous réserverons un temps après pour les questions sur la fin. Donc, pour commencer, quelques chiffres clés pour situer un petit peu les choses. Donc, des chiffres issus des pompiers en France. Il faut savoir qu'il y a eu 14 664 incendies sur des lieux de travail, des bâtiments professionnels et des ERP, et que ça a entraîné 66 décès en lien avec ces incendies, ce qui est quand même relativement important sur l'année 2017. On a tous en tête les incendies de 2019, Notre-Dame, bien sûr, Lubrizol, Total. Pour autant, il nous est compliqué de parler de ces trois sinistres puisque les procédures sont en cours. Donc, j'ai pris le parti de vous parler d'un sinistre très ancien, l'incendie du Grand Bazar de la Charité en 1897. Hop, pardon. Alors pourquoi cet exemple ? Il s'agit d'un incendie par combustion des vapeurs d'éther qui servait à l'alimentation de la lampe du projecteur de cinéma et qui a entraîné la destruction totale du bâtiment de référence, mais également un bilan humain relativement lourd pour l'époque puisqu'il y avait eu 130 victimes. Quand on peaufine un petit peu et qu'on regarde un peu plus tout ça, la cause principale est celle que je vous ai évoquée. Pour autant, il y a de multiples causes qui sont derrière sur l'analyse. Et ça nous a permis de nous interroger sur ces incendies majeurs, puisque qu'on soit en 1897 ou aujourd'hui, on se rend compte que les conséquences et l'analyse de tout ça sont sensiblement les mêmes. Donc nous allons aborder aujourd'hui dans l'atelier que nous animons la prévention et la protection sur ces sites pour éviter ou limiter les sinistres. Pourquoi de telles mesures ? Savoir si les causes sont uniques, s'il n'y a pas des éléments aggravants. Comprendre les conséquences et les types de préjudices suite à ces sinistres. Et surtout, comment on gère un tel sinistre. Pour ce faire, j'ai à mes côtés Christine Berton, directrice sinistre grand compte chez BC. Alors pour Christine, parce que j'ai repris un petit peu ses propos, son but c'est de prendre en compte les préoccupations des clients pour permettre un retour d'activité rapide. J'ai également à mes côtés Julien Dapremont et Christian Huertal, experts en recherche de causes chez InQuest. Eux, ils interviennent un petit peu malheureusement quand le mal est fait, la plupart du temps. Et enfin, on a Didier Schutz, qui est Risk Control Practice Leader chez Score et Ray. Et pour lui, la prévention se fait de manière raisonnée et raisonnable et doit permettre d'éviter des sinistres importants. Pour ma part, je suis Florence Vallon, je suis responsable du service assurance à la métropole de Lyon et je suis également copilote de l'antenne régionale de l'AMRAE Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on va commencer avec le premier sujet, avec Didier, sur quelle prévention et ou protection sur un site pour éviter ou limiter un sinistre et pourquoi. Bonjour. Je vais vous parler de prévention et de protection. Alors, prévention et protection, ce sont deux composantes d'un concept. En anglais, on appelle ça le risk control. En français, on pourrait le traduire par maîtrise des risques. C'est un couple qui est indissociable. C'est comme en voiture. Vous avez essayé d'être un bon conducteur. Avant de monter dans la voiture, vous faites le tour du véhicule, vous vérifiez la pression des pneus, vous vérifiez que les freins fonctionnent. Ensuite, vous mettez en route, vous conduisez en accord avec le code de la route. Et puis, ça, c'est de la prévention. Vous le faites tous, j'imagine, le tour de la voiture, non ? Bien sûr. Ensuite, vous avez un airbag et une ceinture qui vous permettent d'essayer de limiter la casse le jour où ça se produit. Donc c'est de la prévention et de la protection. C'est un couple indissociable. Alors, je vais revenir aux fondamentaux pour introduire ce couple. On va parler du mode de survenance des incendies. Je vais utiliser un modèle qui est celui de James Reason. Il appelle ça le modèle du fromage suisse. Donc il faut avoir un minimum de culture fromagère pour comprendre le système, d'accord ? Donc pour lui, en fait, le bien physique et l'incendie, c'est des choses qui cohabitent. Le bien physique est d'un côté, et il va peut-être rejoindre l'incendie à un moment donné, sous certaines conditions.
c'est un modèle qui a été développé pour expliquer en fait l'accidentologie aéronautique en 1980. On peut le transposer à tout type de risque. Donc pour ce qui est du bien physique ici, on a une séparation très nette entre le bien physique et l'incendie. Alors ces séparations, ce sont des cloisons, ici, qui symbolisent les opérateurs, employés, sous-traitants, les procédures internes, les sécurités intrinsèques, la détection incendie, les équipiers de première intervention, la protection passive qu'il peut y avoir sur un site, et également les éléments de protection automatique incendie et les pompiers. Alors, comme vous voyez ici, ces cloisons, pour reprendre le modèle de James Reason pour le fromage suisse, pour lui, c'est du gruyère. Le gruyère n'a pas de trou en Suisse. D'accord ? Malheureusement, ces plaques ici sont imparfaites. Elles deviennent donc ici autre chose que du gruyère. Et il y a des défaillances. À un temps donné, si on a une défaillance qui s'aligne très bien avec le risque, par exemple ici le bien physique, on peut avoir un manque d'encadrement, de formation, sensibilisation, de la conscience au risque qui est déficiente. On arrive vite à passer cette cloison qui est les opérateurs et on est rattrapé par la suivante, la procédure, qui doit empêcher au sinistre de se produire. Alors on peut avoir également au niveau de la procédure un problème d'application, de permis de feu qui n'est pas appliqué, la maintenance qui est défaillante, et donc on passe également cette plaque de protection, ce fromage suisse encore une fois, et on arrive aux sécurités intrinsèques des machines, qui doivent être normalement s'activer. Par contre, on peut avoir également des défaillances au niveau de ces protections, elles peuvent avoir été déconnectées, et donc on passe facilement cette plaque. Au niveau de la détection incendie, ça vous donne le signal. Et donc on peut avoir des équipiers de première intervention qui viennent sur site et qui éteignent l'incendie. Il faut savoir que 94% des feux industriels sont contrôlés par des opérateurs qui utilisent un extincteur portatif. Donc quand il n'y a pas de formation, on peut passer cette plaque. Il peut y avoir également des matériaux de construction combustible qui permettent à l'incendie de se développer. Et puis on peut passer ainsi de suite toutes les plaques, au cas où la protection automatique incendie ne fonctionne pas, et au cas où le plan des pompiers n'est pas adéquat. Donc on arrive vite à l'incendie. Alors, au niveau de du couple protection ici, la prévention, elle s'applique sur les premières plaques. On peut la jouer au niveau des opérateurs, des procédures, des sécurités intrinsèques. On peut agir, on va le voir plus tard. Et puis on peut aussi jouer au niveau de la protection, sur la détection, sur la protection passive, sur la protection automatique et les pompiers. Alors vous voyez ici ce diagramme, il est bien connu, hein, c'est la cartographie des risques. On a donc en axe d'abscisse les fréquences et en axe d'ordonnée la sévérité. Et puis on a ce qu'on appelle la courbe du risque nominal ou l'appétence au risque. C'est ce que va définir le risk manager. Alors le risk manager, il va définir ses vulnérabilités. Une vulnérabilité, c'est quoi? C'est un objet de risque qui est combiné à un événement, donne une perte financière, de la PE ou du dommage au bien. Donc il va pouvoir ainsi mettre ses vulnérabilités sur le diagramme. Et puis il pouvait avoir une vulnérabilité, elle, qui ressort complètement de ce diagramme. Il va falloir la gérer. Il va falloir la ramener en dessous de la ligne verte, au niveau fréquence et au niveau sévérité. Au niveau fréquence, on peut agir sur la prévention. L'élément humain, les employés, la sous-traitance, mettre en place des permis de feu, des procédures qui s'appliquent, agir sur la maintenance, la gestion du changement également, l'introduction de risques nouveaux, et également sur les sécurités intrinsèques. Pour réduire la sévérité, on peut agir sur la protection. La protection passive, l'emploi de matériaux non combustibles, c'est préférable. Formation des équipiers de première intervention, et puis également protection active telle que les sprinklers. Et puis avoir des plans d'intervention de pompiers qui tiennent la route. Alors ça nous permet de revenir sur la courbe verte et d'avoir ainsi des risques résiduels. Malheureusement, il y a des facteurs aggravants. Alors ça devient également des risques inhérents, parce qu'on a du mal à les réduire, de plus en plus. Alors au niveau de la prévention, on a un manque de formation des opérateurs, ça se voit de plus en plus. On a un problème de manque de plan de succession. Les gens partent à la retraite, partent avec le savoir-faire. On a une sous-traitance qui est non contrôlée, qui est mise tout azimut, et également sur le core business.
On a une rotation du personnel très très importante. On a une maintenance qui ne se fait pas dans les temps. On préfère produire. Et également, on a une complexité des procédés qui fait que les gens ne comprennent plus vraiment comment fonctionne la machine. Ensuite, on a au niveau de la sévérité un autre facteur aggravant, concentration des valeurs. Alors, qu'est-ce que la concentration des valeurs? C'est assez simple. Au lieu d'avoir deux usines, on a une seule usine. Une grosse machine avec des capacités qui sont décuplées. On a aussi une perte d'exploitation qui est de plus en plus prépondérante par rapport aux dommages aux biens. On a également des effets d'interdépendance. On a des sites, par exemple un centre de distribution, il peut alimenter plusieurs magasins. En cas de perte d'un centre de distribution, on aura donc une perte d'exploitation induite sur les magasins qui reçoivent les matériaux et autres marchandises de centres de distribution. On a également un risque de carence client-fournisseur. On l'a vu il n'y a pas très longtemps ici avec le coronavirus, il y a des constructeurs automobiles qui ne reçoivent plus de pièces de Chine. Les stocks sont réduits, on n'est pas sans juste à temps. Et également l'utilisation de matériaux de construction très très combustibles, en plastique. Présomption de conformité à des normes plus que des standards. On fait peu en fait de tests en échelle, en taille réelle. On se fie à des certificats. Également l'introduction de nouveaux risques avec peu d'analyse. On va le voir plus tard. Donc pour ce qui est de la sévérité, c'est assez simple. Hein, c'est la perte d'exploitation plus la perte dommage aux biens. Pour la fréquence, c'est un peu plus compliqué. C'est un concept entre 0 et 1. On n'a pas vraiment de chiffres. Et la fréquence, au final, c'est avant tout un problème de perception du risque. On se retrouve dans un cadre qui fait que certaines personnes vous disent « ça fait 30 ans que je suis là, il ne s'est rien passé, donc il ne se passera rien dans les 10 prochaines années ». D'autres qui vont vous dire « moi je suis à côté du risque tous les jours et ça peut exploser d'un moment à l'autre ». Donc c'est un problème de perception. Et ça c'est très compliqué. Perception et de conscience au risque. Et également, la fréquence, c'est un problème de mémoire. Savez-vous que le taux de suicide chez les poissons rouges est relativement bas? Oui, ils sont très peu déprimés en général, hein. Ils tournent en rond, ils voient toujours la même chose, mais ils s'émerveillent à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mémoire flash, ce qu'on appelle, une mémoire de 7 secondes. Okay. Ben, notre business, c'est un peu pareil. On a des incendies qui se produisent, d'accord? Et on a tendance à voir seulement les deux derniers, Lubrizol et puis également Notre-Dame, et oublier ce qui s'est passé avant. D'accord? Si vous prenez uniquement les monuments historiques, la liste est longue. En 2018, je ne sais pas si vous en souvenez, on a perdu l'équivalent du musée du Louvre et le musée de l'Homme. Hein, donc en 2018, c'était le musée national du Brésil qui a brûlé. 20 millions de pièces perdues, 2700 sauvées. Personne n'en a parlé. Vous avez déjà oublié. D'accord? Donc question de mémoire. Il y a un petit problème au niveau de la sévérité. La sévérité est en augmentation, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on a une concentration, comme je vous l'ai dit, concentration du risque, mais également on a l'introduction du risque nouveau. Et ce n'est pas nouveau, cette introduction, sans jeu de mots. On a, depuis les années 80, par exemple, vous prenez les aérosols. Dans les années 80, suite au protocole de Montréal, on a remplacé le gaz propulseur CFC, qui endommageait en fait la couche d'ozone, par des gaz propulseurs en butane, introduisant ainsi de nouveaux risques pour les espaces de stockage. Donc on est obligé de mettre en place des systèmes de protection et également des normes pour limiter ce stockage. Très récemment, on a eu l'introduction de matériaux plastiques, tels que l'isolation thermique par l'extérieur. On y met de polystyrène, on y met du polyuréthane, et on peut y mettre également du bois. Et il y a également les bâtiments de grande hauteur qui sont faits en bois, jusqu'à 16 mètres de hauteur, 18 mètres de hauteur. Ça pose un problème technique pour les pompiers. Et ça, on est en train de le gérer, parce qu'on est incapable de gérer le feu par l'extérieur. Également les toitures végétalisées. En cas de sécheresse, il est interdit d'arroser sa voiture, son jardin, donc on se retrouve avec un toit hautement combustible. L'introduction des panneaux solaires. Ce sont des supports qui sont faits en Kevlar, en plastique. On introduit une charge combustible supplémentaire, une source d'ignition. C'est du courant continu. Les pompiers sont incapables d'arrêter la génération d'électricité quand il y a du soleil. Donc c'est un problème. Dans certains États, on interdit aux pompiers d'aller sur le toit. Les véhicules électriques, jusqu'à présent, à cause des batteries au lithium, le seul moyen qu'on ait trouvé pour éteindre un feu sur une voiture électrique, c'est de la plonger dans son intégralité dans un bain d'eau, c'est-à-dire un container, et puis d'attendre une semaine que ça se décharge. Les stockages de grande hauteur,
entièrement automatisé. Ici, vous avez un stockage qui monte jusqu'à 30 mètres de hauteur, autoportant. Il y a un robot. En cas d'incendie, selon les systèmes de protection, l'extinction finale se fera par les pompiers. Ça va être très compliqué d'y accéder, surtout avec une bouteille d'oxygène et une durée de 30 minutes. Nous, on recommande d'avoir des singes inifugés, c'est le seul moyen. Ça ne fonctionne pas toujours. Mais donc, on ne va pas risquer la vie des pompiers pour ce genre de stockage. C'est très complexe. Donc ça, on a un problème avec la gestion du changement. On a du mal à anticiper et on règle ces problèmes après coup. Alors, au niveau de la sévérité, la perte d'exploitation est en augmentation. Il y a peu d'entreprises qui sont préparées à une perte d'exploitation. Pourquoi? Alors, il y en a environ 50%, les organisations moyennes, qui sont victimes d'un sinistre et disparaissent dans les 2 années qui suivent. Alors pourquoi? Parce qu'elles vivent dans un espace de confort. Donc les problèmes à long terme sont laissés de côté, on verra plus tard. Et puis tout ce qui est trop important, les incidents majeurs, ils sont considérés trop vastes pour nous, on verra un jour. Donc on vit dans une zone de confort et on n'est pas prêt, le jour où il y a un accident, à faire face à une interruption d'activité. Alors l'interruption d'activité, elle est couverte par une assurance PE, perte d'exploitation, mais ça ne règle pas tout. On va avoir des problèmes de trésorerie, on va avoir des pertes de marché, des clients qui vont parvenir, qui vont aller ailleurs à la concurrence. On va avoir des pertes de réputation et donc réduction de capacité d'emprunt. Au final, l'assurance, c'est fait pour les risques résiduels au final. Je vais revenir à ce cercle vertueux ici, ce qu'il faut voir dans l'entreprise. Il faut avoir donc une gestion des risques, hein, c'est le risk management, c'est le cercle vertueux du risk management, je n'invente rien. Analyser ces risques, c'est très, très important, les identifier, les évaluer, faire sa cartographie, et puis apporter une réponse aux risques. C'est le plan d'action dans lequel vous mettez en œuvre la protection et la prévention. Et puis également faire l'audit des risques de façon régulière, parce que le risque évolue. On achète de nouvelles usines. Et puis surtout, pour faire adhérer tout le monde, la communication en interne et externe est très importante. Alors au niveau de la réponse aux risques, on ne le dira jamais assez. En premier lieu, on fait jouer la prévention et la protection. On réduit le risque, on l'amène en dessous donc, de l'appétence au risque, de la courbe que vous avez vue tout à l'heure. Et puis ensuite, on va sur le marché pour financer le risque résiduel. L'erreur à ne pas faire, c'est de croire que l'assurance est une taille unique. Elle doit être dimensionnée pour l'exposition. En ce qui concerne les dommages aux biens, il faut actualiser les sommes assurées, ça c'est très important. On peut avoir des sous-assurances. Il faut savoir de quoi on parle, remplacement à neuf, étude c'est déduite. Au niveau de la PE, de quel montant parle-t-on? La périodicité, la période d'indemnisation, ça c'est très important. Si vous avez une machine dans laquelle il faut 18 mois, il y a 18 mois de délai de livraison, c'est différent d'une police qui vous permet de vous assurer pour 12 mois. Donc il faut peut-être la réviser. Alors important, bien en comprendre le fonctionnement, bien comprendre les exclusions, les limites, et savoir que l'assurance de toute façon ne couvre pas les pertes de marché ni les pertes de réputation. Je vous remercie. Merci Didier. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu la prévention, la protection, qu'il y avait des multiples facteurs et qu'on a une mémoire de poisson rouge, on a bien compris, les causes sont-elles uniques? N'y a-t-il pas des éléments aggravants? Julien, Christian? Donc bonjour. Les éléments aggravants, nous voyons tous les éléments aggravants. Ça commence par l'éclosion du sinistre, parce qu'en fait nous intervenons lorsque le mal est fait, jusqu'aux problèmes qui ont mené au développement de l'incendie, avec tous les barrières qui ont été franchies, comme on a pu vous l'expliquer avant. Donc pour commencer, on va vous présenter un petit peu ce qu'est l'expertise post-incendie et les 2 volets de l'expertise, en commençant par la prévention incendie, puisque nous sommes obligés, pour pouvoir faire de l'analyse post-incendie, de connaître les standards, c'est-à-dire l'approche réglementaire, avec tous les codes que vous connaissez, le code de l'urbanisme, la construction et les règles APSAD. On s'appuie également, nous, en plus, sur une approche supra-réglementaire, c'est-à-dire qu'au sein du groupe auquel nous appartenons, Stelian, nous avons 70 000 expertises incendies qui sont menées sur le territoire, qui nous permettent de faire monter de l'information. Il faut bien comprendre que plus le sinistre est petit, plus on arrive à comprendre l'origine de l'incendie. Je prends cet exemple où cet appareil électrique a subi des stigmates liés à un incendie. On arrive à resserrer très facilement la zone et comprendre ce qui s'est passé. Ce qui est beaucoup moins le cas lorsqu'on arrive sur des sinistres majeurs, qui pour nous sont quand même importants, puisqu'on réalise à peu près 300 interventions par an sur des sinistres, alors qu'on considérera majeurs dans ce cas-là comme étant des dégâts au-dessus d'1 million d'euros, donc sur les 4000 nationales, mais c'est quand même plus compliqué et plus long, avec plus d'incertitude, de comprendre ce qui s'est passé. Donc on s'appuiera, nous, sur une grosse capitalisation des données sur des petits sinistres. Et on a également, nous, la
possibilité d'aller regarder ce qui s'est passé au travers de tous les intervenants. On va comprendre ce qui s'est passé au niveau des fabricants, l'analyse de risque, les problèmes avec les services de secours, c'est-à-dire les problèmes d'interopérabilité qu'on a pu avoir entre différents acteurs. Tous ces maillons-là, nous allons les analyser afin de comprendre ce qui s'est passé entre le début de l'incendie et les effets jusqu'aux derniers effets qui sont la pollution à côté. Bonjour. Donc la première mission, effectivement, dans un incendie, c'est de déterminer d'où il est parti. Et très rapidement, on va revenir sur le rôle de l'expert et quelles sont les méthodes sur lesquelles il va s'appuyer. Alors vous avez tous entendu parler de la NFPA 921. C'est une méthodologie qui a pris naissance en Amérique du Nord et qui est reconnue aujourd'hui comme une méthode, effectivement, permettant de déterminer avec une assez bonne précision, effectivement, les origines des incendies. L'objet était effectivement de travailler sous la forme un peu d'un escargot ou d'un cône, partant de l'extérieur des lieux et en allant vers l'intérieur et en écartant au fil de la progression un certain nombre d'origines potentielles et de déterminer avec plus de précision possible l'origine. L'expert va donc s'appuyer sur sa compétence, sa connaissance des éléments technique. Il va, entre autres, effectivement, regarder l'aérolite du site. Il va comprendre, effectivement, certains stigmates, analyser la dégradation du métal, du bois, d'un certain nombre d'éléments et déterminer ainsi d'où peut provenir l'origine de l'incendie. Il va s'appuyer sur les témoignages, mais tous ces éléments-là vont lui permettre, effectivement, d'identifier et d'accumuler une somme d'expérience qui permettra, dans la prévention, de faire un travail intéressant. Aujourd'hui, nous heurtons parfois à des difficultés puisque les scènes d'incendie sont déformées, abîmées, tant par effectivement les investigations qui sont faites avant notre intervention, soit par les pompiers, soit par la police, mais aussi par le déblaiement qui peut être fait par les pompiers de façon parfois un peu trop importante, et aussi l'absence d'éléments avant sinistre qui permettraient de mieux déterminer ce qui s'y est passé. On a par ailleurs une seconde problématique, c'est de déterminer effectivement s'il y a eu des manquements, s'il y a eu des choses qui n'ont pas été réalisées. L'une des problématiques que l'on rencontre très souvent lors de la reconstitution des lieux, c'est qu'on s'aperçoit qu'effectivement, si la réglementation a essayé d'être appliquée, elle a parfois été mal finalisée. On a l'exemple type, effectivement, du muret coupe-feu monté effectivement sans finition et sans être totalement obturé, et puis surtout un mur coupe-feu monté entre des éléments de bois, ça n'a pas un grand intérêt, et on s'aperçoit là qu'il y a des aberrations effectivement dans la mise en œuvre qui sont réalisées par les entreprises et mal contrôlées. On a aussi le retard à la détection qui peut survenir lorsque effectivement on a des installations non adaptées et qui ne permettent pas d'identifier rapidement un sinistre. Je vous rappelle qu'un incendie, au début, dans les 10 premières secondes, c'est un verre d'eau. Au bout de 30 secondes, c'est déjà 10 litres d'eau. Et qu'au bout d'une minute, ça commence à être 1000 litres. Et ça devient exponentiel. Donc c'est vraiment un des problèmes qu'on a. Et l'humain, à l'intérieur de cette chaîne, est important, puisque très souvent, on nous demande de classifier si c'est une origine humaine ou une origine technologique. Mais malheureusement, très souvent, il y a un lien. C'est-à-dire que si vous parlez effectivement d'un problème de connexion résistive sur une installation électrique, oui, c'est un problème effectivement technique, mais à la base, c'est quand même un humain qui a mal vissé l'élément. Donc on revient toujours avec une grande proportion à une défaillance de l'humain. Voilà. Donc sur notre retour d'expérience sur les sinistres majeurs, parce que c'est la question qui était posée, c'est-à-dire qu'est-ce que nous on a pu rencontrer durant ces quelques années d'expérience que nous cumulons, on a dû commencer par définir ce qu'était un incendie majeur. Donc l'incendie majeur, on parle forcément de coûts, direct ou indirect, perte de patrimoine, c'est forcément un incendie majeur. Mais il y a aussi d'autres vecteurs qui existent pour considérer qu'un incendie est majeur. On prend le lien avec les victimes. C'est-à-dire qu'un feu d'habitation avec une seule victime, c'est malheureusement un drame, mais ce n'est pas forcément un incendie majeur. En revanche, dès qu'on commence à avoir une série de 10 victimes ou avec des pompiers blessés dedans, on passe dans l'incendie majeur parce qu'il y a un vecteur médiatique. Il y a également eu, il y a quelques années, en 2005,
les établissements donc, recevant du public, les petits hôtels, qui ont connu une série assez dramatique de 52 morts qui ont succédé à l'incendie de Paris Opéra, qui a entraîné un changement de la réglementation et une prise de conscience sur la sécurité qui était appliquée dans certains établissements. Donc on sait que la réglementation évolue généralement après un drame, pourtant il y avait plein d'alertes qui existaient avant. Donc l'approche avec les victimes. Et puis une nouvelle approche maintenant, alors qui est un peu plus, pas forcément plus récente, mais l'aspect environnemental, c'est-à-dire quels sont les dégâts produits par l'incendie, les fumées et également les eaux d'écoulement. Donc les eaux d'écoulement, c'était assez connu, nos établissements ICPE ont des bassins de rétention, donc c'était déjà quelque chose qui était considéré. Maintenant, on a des nouveaux problèmes qui viennent, c'est la dépose d'épanage de fumée, c'est-à-dire que les fumées, on le sait, c'est pas très bon, on ne mesurait pas forcément l'impact qu'il pouvait y avoir, et puis 2 sinistres majeurs, donc avec le dépôt de dérivés de plomb avec l'incendie de Notre-Dame, ou alors plus récemment Lubrizol avec d'autres structures chimiques, sont venus se déposer sur les sites périphériques. Ce qui entraîne à la fois une prise de conscience de la pollution, mais également de devoir faire la dépollution. Alors si on embraye sur la dépollution, le traitement du matériel des pompiers, il faut savoir que leurs tenues textiles sont imprégnées de particules qu'il faut nettoyer, traiter avec des systèmes au carbone qui sont assez onéreuses. Pour l'instant, c'est sur la collectivité territoriale que sont pris ces coûts d'intervention et de dépollution. Mais il faut se poser la question de ces évolutions. C'est-à-dire que la pollution existe et la dépollution est un coût. Donc voilà, alors les sinistres majeurs, voilà comment nous les avons abordés. Et donc, ce que disait Christian, c'est qu'un sinistre, il ne naît pas majeur. C'est-à-dire qu'au début, c'est une petite flamme, c'est un petit arc résistif, et puis il y a un développement qu'il va connaître, qu'il n'aurait jamais dû connaître. Pourquoi ? Parce qu'on a des relais de cible, des matériaux combustibles qui sont à côté, et on se dit, mais pourquoi c'était là ? Pourquoi il y a eu un combustible à côté ? Je ne comprends pas. La réglementation, est-ce qu'elle le prévoyait ? Non. La réglementation, malheureusement, c'est qu'elle n'arrive pas à évoluer assez vite par rapport à l'évolution actuelle de la technologie, et donc la réglementation est lente. La collecte d'informations sur les sinistres qui sont arrivés avant sont généralement retenues ou pas partagées assez. Donc on voit sur le terrain des choses qui nous paraissent être aberrantes. Un exemple, panneau photovoltaïque posé au-dessus d'un chai avec de l'alcool à 70. Quand on sait que les panneaux voltaïques sont quand même une source d'ignition assez récurrente et que l'alcool à 70 brûle bien et brûle vite. Bon, voilà. Et la réglementation le permettait sans aucun problème. Ensuite, on a également le problème de stockage batterie lithium. Donc l'énergie capitalisée est chargée. La réglementation prévoit du moins que le local dans lequel on charge les batteries soit défini par rapport à la capacité de charge et pas encore par rapport à la capacité d'énergie qui était contenue à l'intérieur. Ça évolue, mais trop lentement, parce qu'on a eu plusieurs sinistres liés à ça. Et puis donc les usages qui accroît le risque, on a des besoins d'utiliser l'espace, et donc il y a des limites qui sont normalement prévues par la réglementation de ne pas être occupées. Et puis là, on va venir occuper cet espace et puis entraîner ce qu'on appelle les effets missiles qui ne sont pas du tout pris en compte dans l'analyse de risque. Quand on regarde aussi les contrôles de carence, alors moins de visites réalisées par les services départementaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des priorités, ils ont un nombre restreint, donc ils vont cibler certaines parties. Et puis ensuite, des contrôles non exhaustifs, c'est-à-dire qu'on voit des sondages qui sont faits et pas du contrôle global. Ça, c'est dans le cadre des contrôles. Et nous, ce que nous appelons le syndrome de la croix cochée. C'est pas parce qu'on a coché une croix qu'on a fait ce qui devait être fait que le risque est annihilé. Et on a quelquefois des intervenants qui le font un peu sans savoir pourquoi. Donc ça, c'est ce que nous constatons sur le terrain. Alors une petite question comme ça pour les grandes communes. Quels sont l'avenir des bus, par exemple, de métropole qui sont hybrides et ainsi de suite dans les stockages? Il n'y a pas de recoupement de feu, par exemple, pour ce type d'installation. En fait, on peut imaginer, on peut définir que depuis 1973 et les chocs pétroliers, on a pénétré dans les appartements un potentiel calorifique beaucoup plus important que ce qu'il était précédemment. Vous aviez dans les années 70-80 des installations relativement pauvres en polymère. Les châssis de fenêtres étaient en acier. On avait dans les appartements des literies et tout un tas d'éléments qui étaient plutôt, je dirais, difficiles à brûler. Aujourd'hui, quand vous regardez vos appartements et le contenu, vous avez des polymères partout. C'est-à-dire que vous avez de la mousse de polyuréthane dans la banquette, vous avez de la mousse de polyuréthane sur votre lit, vous avez des fenêtres en PVC. Le potentiel calorifique, il a été grandement augmenté. Et je ne parle même pas des isolants dans les parois des appartements et des maisons. On a donc là, effectivement, la mise en œuvre de nouveaux éléments
écologiques, mais qui ont apporté effectivement un grand potentiel calorifique qui aggrave les sinistres. De la même façon, on a une problématique au niveau aujourd'hui des entreprises où vous avez la mise en œuvre de panneaux rapides à installer qui sont les panneaux type sandwich. Donc on a des installations de plusieurs milliers de mètres carrés de panneaux sandwich avec effectivement de l'isolant polyuréthane. Là aussi, une fois qu'un incendie a démarré, on ne sait pas l'arrêter. Les pompiers restent à l'extérieur, mais on a un deuxième problème, c'est que la quantité d'eau à développer pour effectivement éteindre un incendie de ce type, elle est tellement énorme qu'on n'arrive plus à pourvoir. À Lubrizol, on peut prendre l'exemple, ils ont été piochés dans la Seine. C'est-à-dire qu'on a des sites qui deviennent tellement grands, tellement dimensionnés au-delà de ce qui était prévu initialement, qu'on a des quantités d'eau à utiliser et on a une impossibilité d'intervenir. Les pompiers aujourd'hui n'arrivent plus à intervenir sur certains sites où ils sont incapables de pouvoir éteindre un incendie. Alors la question qu'on nous pose régulièrement et qu'on a remarqué, il faut le dire, c'est que le lien entre les travaux qui ont lieu dans un bâtiment et les sinistres. Alors forcément, il y a un lien de cause à effet, puisque les bâtiments, lorsqu'ils sont en travaux, sont dégradés par leur mise en sécurité incendie, ce qui est normal. Il y a des mesures de prescription qui peuvent être mises en plus. Donc tout sinistre qui va naître va se développer beaucoup plus vite. Ensuite, on a des sources d'ignition qui vont rentrer dans le local et qui, alors pour certaines sont connues et qui paraissent logiques, c'est-à-dire que des points chauds qu'on connaît bien, mais également l'exemple d'épandage de certains solvants ou de certains traitements de sol vont permettre d'avoir des vapeurs qui vont s'inflammer toutes seules. Donc il y a des parties de ventilation à prendre en compte. Et puis on a également donc, des sous-traitants qui interviennent ou des sociétés qui n'ont pas forcément connaissance du risque incendie ou ne sont pas sensibilisés et ont des fois des comportements. Lorsqu'on voit que le sinistre est arrivé, on se dit mais là c'est normal, ça devait arriver. On peut l'expliquer aussi par des contraintes économiques, c'est-à-dire qu'ils doivent arriver assez vite, faire une intervention rapide et repartir, ce qui fait que le permis feu, qui normalement devrait être fait, les 2 heures sont le minimum. Il faut savoir qu'on a des feux couvents qui peuvent durer jusqu'à 6, 8 heures, 24 heures. 2 heures, c'est la majorité. Normalement, le feu ne doit pas aller au-delà de 2 heures, mais ce n'est pas toujours respecté. Donc la surveillance, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Et puis, le dernier point, c'est qu'on accède dans des endroits du bâtiment qui n'est pas prévu pour accéder. C'est-à-dire qu'on marche sur des câbles électriques, on va tirer sur des câbles électriques. Donc à partir du moment où on a des interventions dans les combles et qu'on a des armoires électriques dans les combles, si ces intervenants ont marché dessus, une petite lecture thermique des armoires qui sont situées dans ces niveaux-là, c'est peut-être pas mal, parce qu'en fait, ça a tiré les câbles et on peut avoir des points d'échauffement à ces endroits-là. Voilà, c'est ce que nous, on peut constater et comment on peut expliquer que lors des travaux, on a forcément plus de sinistres que d'habitude. Pour finir et pour conclure, en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on analyse un risque préventivement, on prend en compte les limites de la réglementation. Mais la réglementation est très souvent, et je rejoins mon collègue Didier, est très en retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des sites qui potentiellement sont dans la réglementation, mais qu'il faut analyser plus en profondeur pour mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour éviter qu'effectivement on devienne sur des sinistres majeurs. On peut être aux normes et pour autant, le sinistre sera majeur parce qu'on n'aura pas les moyens de l'éteindre correctement. Et donc ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte aujourd'hui et qui fait partie effectivement des éléments importants qui provoquent des aggravations importantes de sinistres. Voilà. Dans tous les cas, l'humain reste un pivot essentiel de la logique et il faut l'impliquer à tous les niveaux pour effectivement que le risque d'éclosion du sinistre soit limité. Voilà, merci. Merci Julien, merci Christian. Eh ben, on a vu qu'il y avait de multiples causes, certaines auxquelles on ne pense pas forcément, des aggravations effectivement aussi. Maintenant, interrogeons-nous, maintenant qu'on a eu notre sinistre, comment on va gérer ce sinistre, quels vont être les impacts pour l'assurer derrière. Christine ? Oui, bonjour à tous. Quand Florence m'a demandé de parler des sinistres de grande ampleur, j'ai accepté pour autant qu'on puisse avoir une approche pragmatique et non pas de technique assurance, parce que je considère que la technique assurantielle, c'est un prérequis. Et donc, j'ai plutôt voulu réfléchir au sujet auquel l'industriel était confronté face à un sinistre de grande ampleur. C'est quoi tout d'abord ? Donc, la première question que je me suis posée, c'est quoi ?
pour moi, dans un premier temps, c'est... Alors attendez, oui, je suis pas... Voilà. Donc pour moi, on est dans le sinistre hors norme auquel personne n'est vraiment confronté, en tous les cas habitué ou préparé. On est par définition dans l'incertitude, on ne mesure pas immédiatement quelles vont être les conséquences. On est par définition dans une situation de crise où, de mon point de vue, il faut avoir une approche systémique et une vision 360 degrés et intégrer tous les paramètres qui vont venir contraindre la gestion du dossier. Il faut intégrer, par exemple, les contraintes administratives, les contraintes d'enquête pénale. Il est clair que si les autorisations d'accès nous amènent à retarder les opérations d'expertise ou de reconstruction, on est obligé de les intégrer et de façon assez rapide. Il faut intégrer également, s'il y a des victimes corporelles, malheureusement, les contraintes d'instruction de ces dossiers qui aujourd'hui sont en complète évolution avec les engagements de confidentialité, les normes. Et c'est vrai que les assureurs incendie, les experts incendie, tous les pros de l'incendie ne sont pas forcément des professionnels habitués à la gestion des corporels et ces contraintes réglementaires et connaissent plus les assureurs RC. Il faut également intégrer et faire très rapidement toutes les analyses juridiques. Alors, les analyses juridiques de responsabilité, mais également tous des engagements, faire les analyses juridiques qui vont permettre d'apprécier ou non si on fait un recours, si on le maintient, si on le laisse tomber en fonction des autres paramètres. Il faut intégrer les enjeux, et ça c'est un peu nouveau et ça change tous les jours, c'est la communication. Alors la communication, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Pourquoi ? Parce que on a non seulement la communication à laquelle les industriels étaient confrontés dans le passé, mais également les impacts des réseaux sociaux, si bien que les dossiers prennent des ampleurs qu'on n'avait pas forcément imaginées il y a quelques années. Et donc, savoir qu'on va devoir également réfléchir sur le public qu'il faut cibler au regard de la nature de l'incendie. Est-ce que il y a le public interne, bien sûr, les enjeux RH, mais il y a le public devenu citoyen, il y a le public des clients, donc des paramètres qui font que l'industriel et son équipe, ses partenaires vont être obligés de les intégrer. Et puis, qui dit sinistre de grande ampleur est un sinistre qui, très souvent, va devoir mobiliser l'ensemble des plans d'assurance. On va, bien évidemment, on pense au contrat tout risque sauf incendie, mais très rapidement se pose la question de la responsabilité civile, peut se poser la question de la RC des atteintes à l'environnement, puisque c'est également une nouvelle contrainte à intégrer. C'est la gestion de responsabilité civile et puis, le cas échéant, de temps en temps, un risque de responsabilité des dirigeants. Donc, on doit être prêt à actionner l'ensemble du plan du client. Alors, comment on le gère ? Je suis toujours très pragmatique, c'est qui fait quoi, comment et pourquoi on va le faire. Il faut déterminer bien évidemment des priorités et des objectifs, c'est-à-dire savoir pourquoi on le fait, et à court terme et à moyen terme. Identifier, comme je le disais, l'ensemble des dommages avérés ou potentiels pour actionner l'ensemble des assureurs concernés. Pourquoi ? Parce que d'une part, nos clients ont besoin d'une visibilité rapide sur ces engagements, ce qui est garanti, ce qui n'est pas garanti, mais également parce que l'assureur a besoin d'avoir une visibilité sur son exposition. Donc les deux parties, pour des raisons un petit peu différentes, ont besoin de voir rapidement et de façon la plus claire possible avoir des projections sur tous les postes de garantie qui vont être mobilisés, mais également les postes qui pourraient ne pas pouvoir rentrer dans un plan d'assurance, ça peut arriver. L'objectif, c'est ce que j'avais dit à Florence, la priorité absolue, c'est la reconstruction de l'usine, de l'outil et surtout la reprise d'activité.
Mais faut faire attention, c'est pas non plus à n'importe quel prix. Il y a des contraintes de sécurité, il y a des contraintes de décontamination. Parfois, l'urgence pourrait conduire les personnes à aller vite sur la décontamination, alors qu'il faut intégrer le respect de l'outil, le nettoyage le plus important possible pour que l'outil puisse être sauvé ou en tout cas s'il y a lieu. Il faut intégrer la sécurité des personnes, surtout, alors si d'aventure il y a des zones qui sont encore exploitables. Par exemple, si on prend le cas de l'amiante, on s'aperçoit que quand on observe la gestion des contraintes environnementales ou de décontamination en France, quand on a de l'amiante, il va y avoir tout de suite des zones de sécurité qui vont être créées pour la protection des travailleurs. Dans certaines zones à l'international, il m'est arrivé d'aller dans des sinistres incendies dans des pays un peu plus éloignés. Les zones de désamiantage sont juste, on va dire, protégées par un film plastique et puis le personnel continue de travailler à côté. Donc les contraintes et la vision qu'on peut avoir de ces contraintes, y compris à l'international, peut être différente. Il faut également se poser la question de la conservation des preuves, voire le renoncement à la conservation de ces preuves, si d'aventure on considère que la priorité et l'exploitation de l'entreprise l'emporte sur les considérations de recours, mais ça nécessitera le cas échéant un dialogue avec les assureurs. Il faut avoir le réflexe de créer une équipe assurantielle capable de suivre le rythme des décisions, le rythme des réunions, donc équipe avec le client, avec les assureurs, avec les experts, et surtout savoir qui fait quoi et comment, et souvent, au moins dans les premières étapes et souvent dans les premiers mois, avoir un rythme soutenu de réunions et de réunions utiles qui permettent de constater l'avancée à chaque réunion. Il faut planifier et fixer le calendrier. Et ce que je propose souvent, et même si ce n'est pas toujours facile, c'est avoir des tableaux partagés. Tout le monde en parle et c'est vrai que ça paraît d'une évidence, mais je vois encore en ce moment, l'assureur va tenir son tableau, les yeux rivés sur ses garanties. L'industriel va tenir son tableau avec une approche comptable et financière propre à ses préoccupations. Les experts tiennent leur tableau et au final, je dis souvent, ça serait vraiment mieux si chacun partageait un tableau qui permette de situer soit les zones de débat, soit les zones d'accord, et puis qui permettent également d'éclaircir rapidement les sujets de qualification assurantielle qui sont parfois importants. De la méthode également, ce qui me paraît intéressant, important de souligner, c'est la transparence sur les choix. Transparence et puis l'organisation. Alors tout d'abord l'organisation. Il est clair que si on a plusieurs assureurs à mobiliser, il faut à un moment donné, les gérer certes séparément et chacun a ses intérêts, mais éventuellement se poser la question de leur coordination qui n'est pas toujours évidente puisque chacun voit son exposition. Et donc fera ses choix stratégiques en fonction de ses risques. Le temps, comme on travaille dans l'urgence, c'est toujours la gestion du temps qui est importante. La gestion du temps, Didier l'a dit tout à l'heure sur les durées d'immobilisation. Moi, il m'est arrivé de penser que, et les experts aussi, que la durée de perte d'exploitation était de 6 mois ou de 12 mois, mais si ce n'est que si il nous est arrivé d'attendre une pièce à l'autre bout du monde pendant 6 mois, le délai d'approvisionnement minimum était de 6 mois. Donc il faut intégrer et éventuellement discuter avec les assureurs s'il y a lieu de faire des choix plus stratégiques. Il faut également... Pardon ? Ah oui, 5. Il est important
de discuter également avec les assureurs sur les choix qui vont être possibles. Alors c'est vrai que je sais que c'est pas facile. Tôt ou tard, il faut ouvrir le débat sur reconstruction ou pas à l'identique, reconstruction sur le même site. Est-ce que l'industriel ne va pas en profiter pour réorganiser? Ça, à un moment donné, c'est des débats auxquels on ne va pas échapper. Parfois, on s'aperçoit que les uns et les autres attendent une information pour prendre des décisions, notamment sur le plan assurantiel. Les assureurs sont impatients de savoir. Les industriels n'ont pas toujours envie de communiquer immédiatement sur les choix stratégiques qui sont en train auxquels ils réfléchissent. Mais les enjeux de négociation d'une part et puis les enjeux de communication, ne serait-ce qu'avec le personnel par exemple, le choix de reconstruction sur site ou pas sur site du maintien de l'activité peut avoir un impact RH. Donc c'est important d'intégrer ces considérations-là. Il faut également anticiper, alors là c'est peut-être secondaire, mais aujourd'hui c'est important parce que je m'aperçois que c'est des grains de sable qui font que tout le monde est bien d'accord, tout le monde a fait un très bon travail. Les chèques de plusieurs dizaines de millions sont prêts à arriver et patatras, comme on est dans un monde en pleine mouvance, les exigences de compliance, de conformité des assureurs, voire de la chaîne des co-assureurs, va arriver. Et il faut trouver le bon signataire, le bon extrait cabis, la bonne pièce. Et ce n'est pas un gag, puisque actuellement on a un chèque qui est parti en Chine pour des diverses raisons. Une collaboratrice a demandé un chèque et non pas un virement. C'était tout à fait légitime. Mais le chèque est parti. Il y avait des problèmes d'endo, donc on avait besoin du président, lequel est en Chine, et le chèque est actuellement bloqué avec la dite personne par le virus. Donc le règlement n'est toujours pas fait. Bon, c'est anecdote, mais alors les impacts. Je manquerais d'humilité si je devais dresser la liste des impacts sur l'assurance de l'incendie majeur et des incendies majeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des impacts généraux, les impacts généraux sur le marché d'assurance tel qu'il est aujourd'hui. Et je laisse les professionnels en débattre. Il y a tellement d'impact sur le marché, mais également sur les impacts financiers, les impacts et les besoins de liquidité des assureurs qui font que l'impact aujourd'hui n'est pas contestable. Je vais plutôt m'attacher à l'impact particulier d'un incendie majeur pour un client. L'impact peut être bien évidemment la renégociation et la tarification à revoir, mais surtout ces incendies mettent en exergue des garanties. La plupart du temps, ça fragilise dans certaines hypothèses certaines garanties différenciantes, puisqu'on va mettre une loupe sur certaines garanties que les assureurs acceptaient de couvrir et qu'ils s'aperçoivent, ils réalisent une exposition et ils voudront limiter leurs engagements, voire supprimer certaines garanties sophistiquées. Il peut y avoir un impact sur les franchises. Bien évidemment, un impact sur les recommandations de prévention avec des recommandations devenues plus ou moins obligatoires. Ce n'est pas Didier qui va me dire le contraire. Et ce qui me conduit à considérer que l'équipe sinistre chargée de clientèle et les préventionnistes ont vraiment un travail d'équipe à faire pour faire des retours d'expérience des incendies majeurs, des enseignements en termes de prévention. Merci. Merci Christine. Donc pour bien gérer un sinistre, il va falloir que nous nous organisions entre nos courtiers, nos experts et nos assureurs, si j'ai bien compris. Je vous propose maintenant un petit temps d'échange, enfin un bon temps d'échange. On a essayé de se laisser du temps. Donc je vous propose, pour ceux qui ont des questions, de bien vouloir vous présenter avant de poser votre question, afin qu'on puisse se situer les uns les autres.
Bonjour, Paul-Vincent Valta d'Aropa Port de Paris. J'ai une question sur l'input sûreté dans les incendies majeurs. Il me semble que de plus en plus, on a des problématiques de malveillance sur ces incendies. Et si la réglementation sécurité incendie est peut-être imparfaite, elle est encore complètement balbutiante dans le domaine de la sûreté. Donc que pensez-vous de cette montée en puissance, de ces des nouvelles sources d'incendies majeurs? Qui va répondre? Sources d'incendies majeurs, c'est-à-dire de l'intrusion suivie d'un incendie, c'est ça? Oui, c'est une action malveillante qui crée un incendie, notamment pour générer des grosses problématiques. D'accord, oui, ça pose un problème de sécurisation des sites. Alors ça dépend des sites, comme le vôtre, c'est un port qui est normalement gardé, mais je me rappelle bien de la spécificité du port de Gennevilliers, il y a une route nationale qui passe au travers. On a ces problématiques. Sur certains sites industriels avec des ports qui sont gardés sous douane, ça pose pas de problème. C'est très bien référencé, c'est très bien, on va dire, gardé et surtout contrôlé et sécurisé. Sur d'autres sites dans lesquels il y a je dirais un phénomène un peu de moulin, hein, tout le monde rentre et sort un peu comme il veut, ça pose un gros problème. Il faudrait pratiquement tout construire comme un aéroport. Un aéroport, c'est construit avec des niveaux de sécurité dans lesquels il y a les passagers et vous n'accédez pas aux mêmes endroits que les pilotes ou les personnels au sol. C'est un peu ce qui manque dans les ports, dans certains ports, certaines installations. Et le coût de la sûreté, oui, c'est relativement énorme. C'est ce qui nous permet d'éviter en fait un incendie par malveillance. L'incendie par malveillance, alors le résultat est le même pour nous, que ce soit un incendie. Par contre, c'est la fréquence qui augmente. C'est donc une source d'incendie supplémentaire. En effet, c'est prépondérant. Oui, bonjour, Guillaume Savornin, CNPP. La question de la conférence de ce matin était quels impacts aussi. Et je trouve que vous n'avez pas trop répondu à la question sur quels impacts sur le marché. Ça, c'était ma première question. Et puis, deuxième chose, on aurait pu aussi mentionner, et peut-être je voulais avoir aussi l'avis de la table ronde là-dessus, sur le fait qu'on a eu récemment une ordonnance dans le cadre de la loi ESSOC, concernant le permis de faire, qui est relative à la réécriture des règles de construction et qui apporte des éléments nouveaux sur la réglementation. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça en ce qui concerne le risque incendie? Merci. Alors sur le premier point, effectivement, le titre était sur l'impact sur le marché. Les sous-titres ont été très explicites. Il est très difficile de parler de l'impact sur le marché, d'autant plus, comme on l'a vu au départ, il y en a eu beaucoup d'autres au niveau mondial de sinistres majeurs. Notre mémoire Poisson Rouge nous a fait oublier ces sinistres. Il y a des impacts effectivement pour les assurés, c'est ce que Christine a développé. Je pense que et ça n'engagera que moi en tant que risque manager, et les assureurs seront plus à même que nous pour répondre. Je pense qu'aujourd'hui, il est certainement trop tôt, si on ne parle que des trois majeurs dont on a parlé en introduction, Notre-Dame, Lubrizol et Total, de connaître d'ores et déjà les impacts, puisque c'est en cours et qu'on n'a pas tous les retours et encore moins les coûts définitifs sur ces sinistres-là, pour l'instant. Je me permets de répondre. C'est vrai que j'ai réfléchi aux impacts. Il y a l'impact sur le marché d'un point de vue général. Et là, moi, je suis responsable sinistre, donc je n'analyse pas à fond le marché. Et je considérais que l'impact général dans le marché tel qu'il est aujourd'hui, on pouvait dire tellement de choses qu'on ne tiendrait pas le quart d'heure. Et j'ai plutôt souhaité m'attacher aux impacts particuliers sur un incendie majeur par rapport à un client, par rapport à un risque dénommé. Et donc l'impact particulier, ça va être quoi? Ça va être, comme je l'ai dit, l'impact sur la renégociation, sur la prime. C'est un impact sur des garanties. C'est vrai que je ne veux pas trop mettre de loupe sur des garanties qui sont mises en danger, mais on sait tous que des incendies majeurs conduisent les assureurs
à regarder bien plus intensément et avoir conscience de ce que certaines garanties différenciantes ont un coût qu'ils ne soupçonnaient peut-être pas. Donc, on a des garanties qui aujourd'hui sont mises, on a mis une loupe dessus et on sait tous qu'elles seront plus difficiles à maintenir, ou si elles sont maintenues, il y aura des capacités limitées et ou des franchises. Donc c'est vrai que l'impact, j'ai plutôt souhaité le voir sous cet angle de façon très très concrète. C'est les assureurs sont vraiment attachés à regarder beaucoup leurs expositions d'une part, et puis à réfléchir sur cette garantie sophistiquée qu'il était plus facile d'obtenir il y a quelques années, et aujourd'hui qui vont peut-être être plus cantonnées. Didier, tu tentes une réponse pour la deuxième partie sur la loi Alors, je dirais que des lois et des règlements, on en a beaucoup à chaque fois qu'on a un sinistre majeur dans un État, n'importe où dans les pays étrangers. Je travaille beaucoup à l'étranger. On a souvent des réglementations qui se surajoutent. Elles ont peu d'effet, en fait. C'est un effet de seuil, c'est l'effet plancher, c'est le minimum requis, en fait. Ça vous amène le minimum requis. Il y a une grosse différence entre, je dirais, la gestion de la conformité, comme je l'appelle, être en conformité, et la gestion du risque. Je pense que pour qu'un industriel fasse vraiment du risk management, il faut qu'il se situe au-dessus des lois. C'est une autre vision. C'est au-delà. Les lois, c'est le minimum requis. C'est pas suffisant. Est-ce que ça répond à votre question ? Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, d'autres questions ? Oui, monsieur là. Voilà, j'ai un collègue qui pose une question, c'est dangereux. Oui, Monsieur Ford de Ascor. Non, je voudrais simplement faire une remarque vis-à-vis des sinistres pour nos assurés. C'est de vérifier ou d'être sûr que les sommes assurées sont correctes, parce qu'après un sinistre, grand sinistre, on peut avoir, je dirais, des surprises, à savoir que le montant du sinistre dépasse le montant de l'engagement. Engagement de l'assureur, des co-assureurs et des réassureurs. Et l'impact, eh bien, c'est la prime, in fine. Voilà. Merci pour cette précision qui est tout à fait pertinente, effectivement, et sur lesquelles il faut qu'on soit tous vigilants en tant que risque manager et que nos conseils, nos courtiers puissent nous assister là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, en bas. Stanislas Vedagowski, je voudrais bien m'excuser pour la question un peu banale et très ouverte. Quelle peut être la position de l'assureur, et je pense au sinistre Lubrizol, en matière d'indemnisation, si les recommandations de l'assuré, faites à l'assuré, n'ont pas été suivies des faits? Bon, alors, on va dire, est-ce qu'il y a eu une mise en demeure de l'assureur? Bien sûr, ça ouvre tout ce débat-là. Est-ce que, au final, l'assureur, au moment d'indemniser, peut dire, cher client assuré, je vous avais mis en garde. Bon, la question est... Alors, on sourit puisque c'est exactement la question qu'on s'est posée avant de démarrer cette table ronde. Moi, je suis préventeur, je vais sur le terrain, donc je fais des recommandations de prévention et de protection. C'est non prescriptif. On est tous dans le même bateau, on a tout à y gagner. Je dirais que moi, en tant que représentant d'un réassureur, on est designé, on est prêt à des pertes potentielles, on les calcule, d'accord. Les assurés, par contre, quand un sinistre arrive, souvent, ils ont plus à perdre que nous-mêmes. C'est ça qu'il faut voir. Nos recommandations, elles sont là pour améliorer les risques. Et je pense que l'intérêt de l'assuré est, à mon avis, supérieur pratiquement au nôtre. Après, ce qui se passe au niveau de l'ajustement des primes, des gens qui vont décliner le risque, parce qu'il y a aussi la réputation du risque sur le marché qui fait beaucoup. La réputation, c'est quelque chose de totalement intangible, mais qui a une valeur inestimée. Quand vous êtes sur un marché, on vous connaît, vous avez eu un sinistre, vous êtes un mauvais élément, c'est pire que le sinistre lui-même. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus à perdre du côté de l'assuré que de l'assureur. Et en effet, les recommandations ne sont pas prescriptives. Ouais.
d'autres questions? Bonjour, Patricia Erny, FDJ. Moi, j'avais une question un peu plus globale. Il y a eu beaucoup d'incendies en Australie, très conséquents. Il y a eu des équipes françaises qui ont été envoyées là-bas. Est-ce qu'il y a déjà des leçons à en tirer pour notre territoire à nous? Parce qu'on a régulièrement des incendies dans le sud. Voir si... Enfin voilà. Est-ce que vous avez du recul par rapport à ça? Après, sur la propagation d'incendies dans les feux de forêt, et ce qu'ont connu l'Australie il n'y a pas longtemps, enfin, ils connaissent encore, l'approche n'est pas la même. En France, vous avez donc de la prévention qui est faite au niveau des territoires pour avoir des parties qui vont être coupe-feu avec normalement de manière à pouvoir limiter les propagations et des arrêtés communaux qui permettent également d'entretenir autour des habitations, là où on va définir qu'il y a un risque. Alors l'Australie, c'est pas le même domaine que le nôtre, c'est pas le même terrain de jeu. Donc on s'assoit un peu sur la prévention. Donc on a quand même un regard dans ces zones-là avec une culture de la prévention du risque et je dirais que les occupants des sites sont quand même bien concernés. Déjà plus que ce qu'a pu découvrir l'Australie cette année. Il y a aussi en termes de prédisposition des moyens, la doctrine française est différente. C'est-à-dire qu'on prédispose beaucoup de moyens pour essayer d'éteindre les incendies dès le début. La doctrine étant aujourd'hui, on éteint les incendies dans les premières minutes, moins de 10 minutes, donc on prédispositionne des moyens pompiers un peu partout, régulièrement sur la région concernée, et on permet effectivement de limiter l'impact et que l'incendie devienne hors contrôle. Ces moyens-là ne sont pas faits de la même façon en Australie, ça c'est clair. Il y a une culture de l'incendie qui est très différente. Voilà ce qu'on peut répondre à aujourd'hui. Alors, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de spécialistes qui sont partis là-bas, mais il est encore trop tôt pour avoir des retours, si ce n'est effectivement que l'assèchement des forêts, ou en tout cas des végétaux, c'est un problème qu'on va avoir aussi en Europe. Voilà. Je crois que j'avais participé à un séminaire NFPA aux États-Unis qui parlait des feux de forêt donc en Californie, avant même les feux qu'on a eu en Australie. Et il parlait également de certains feux qui ont eu lieu au UK. On le croit pas, mais il y en a eu, comme en France. Et en fait, la conclusion, c'était qu'il y avait un manque d'entretien des forêts. C'était ça le problème principal, manque d'entretien. On laisse un peu à l'abandon les forêts, et dans le même temps, on étend également les zones résidentielles dans ces forêts. Donc c'est un peu concomitant. Et ensuite, il y a la sécheresse qui se rajoute. Alors, il y a une expérience aujourd'hui en Australie qui consiste à faire des pré-incendies, des feux contrôlés, et qui a permis dans certains coins effectivement de diminuer la quantité d'incendies en faisant en hiver des zones qu'on brûle par avance. Alors pour éviter effectivement d'avoir des destructions. Donc on est sur une évolution, ça se fait aussi au Portugal, pour essayer effectivement de prévoir des zones qu'on ne peut pas entretenir et de cibler en fait les incendies en les limitant par un contrôle humain, en mettant volontairement le feu dans certaines zones sous contrôle. Ça, c'est les moyens qui sont aujourd'hui mis en œuvre, déjà, pour certains en Europe et en Australie. Voilà. Je voulais juste revenir sur la question du respect des recommandations ou non-respect. Il faut faire attention parce que je partage la vision sur le caractère non contractuel de la recommandation. Dans une vision franco-française, c'est vrai que les dossiers que l'on connaît ici sont des dossiers soumis au droit français des assurances. Mais attention, c'est qu'on on est dans une économie mondialisée. Les réflexes qu'on peut avoir en droit des assurances français ne sont pas toujours les mêmes en droit des assurances étrangers. Donc la valeur des recommandations et le non-respect de certains engagements appréciés sous l'angle de droits étrangers qui aurait une vision plus rigoureuse que le droit français n'est pas à exclure. Donc je dis prudence, prudence. Faut vraiment avoir quand même les réflexes juridiques et techniques au regard du droit local qui va s'appliquer, parce qu'on peut avoir également à cet égard quelques surprises. Ah, yeah. Oui, bonjour.
Vazrik Minassian, Adenium. J'ai une question concernant les sinistres de data center. Est-ce qu'il existe dans la littérature, enfin, ou dans la bibliothèque d'événements et de sinistralité, des incendies de data center ou d'opérateurs de data center? Est-ce qu'il y a eu déjà des feux majeurs dans des data centers? Oui, tout à fait. Ouais. C'est une chose qui est assez commune. Le dernier, c'est lié aux États-Unis. Ouais, un data center qui a brûlé intégralement. Il y a eu une défaillance du système de protection incendie à l'intérieur, donc une mise hors service intempestive. Et puis il y avait plusieurs défaillances qui se sont installées au cours du temps. C'est un peu le fromage suisse que je vous ai montré. Au bout d'un moment, on passe de gruyère à l'emmental avec des trous. Et puis un jour, ça se produit. Oui, c'est tout à fait un scénario qui est plausible et qui s'est déjà réalisé. Ouais. Et quel est l'événement, le nom de l'événement vous vous souvenez? Alors je ne peux pas vous donner le nom de l'événement, je protège un peu nos clients également, désolé, mais c'est un événement qui a eu lieu il y a à peu près 2 ans. Ça a été une société qui faisait également de la télécommunication et c'était une grande perte pour eux en termes de dommages aux biens. En termes de perte d'exploitation, ils avaient mis un système je dirais, qui permettait des redondances. Donc ils ont récupéré assez rapidement, mais ils ont appris la leçon. Ils ont compris qu'il fallait même doubler ces redondances, voire les relocaliser à certains endroits pour pouvoir rebondir. Mais c'est une chose, et en général, c'est multifactoriel. En général, ce genre d'incendie, ça peut être les batteries au lithium, souvent, au niveau des onduleurs, c'est là que ça se passe. Souvent on a ce genre de feu qui se développe avec un dégazement d'hydrogène pendant la charge et puis il y a un incendie et s'il n'est pas contrôlé on a un gros problème. Donc la source c'est les onduleurs? Alors pas seulement, mais ça peut être ce genre de source. On a la source des onduleurs, on a aussi des travaux par point chaud aussi également qui se font dans les faux planchers, installation de câbles, surchauffe, manque de thermographie infrarouge par exemple régulière pour voir si une armoire, il n'y a pas un élément, un composant qui est en train de mourir, qui est en train de surchauffer, qui peut mener à un incendie. On ne fait pas la thermographie, on ne s'en rend pas compte. Il peut y avoir aussi des défaillances au niveau des armoires électriques, des défaillances de design à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est défaillant et puis vous avez un court-circuit. Surtout au niveau des matériels qui évoluent très très vite, il faut les remplacer pratiquement tous les 6-8 mois. Et en plus, il faut pouvoir faire l'expansion de tous ces serveurs également. Donc c'est très compliqué, ça demande beaucoup de personnel et beaucoup également de sous-traitance. Il y a beaucoup de sous-traitants qui viennent sur place pour pouvoir monter ces machines. Donc comment vous les contrôlez, ces sous-traitants? Est-ce que vous appliquez les mêmes normes que chez vous? Comment est-ce que vous les supervisez? Et c'est là que vous commencez à avoir des problèmes d'ignition non contrôlés ou là vous ne les entendez pas. Très bien, merci. Il y a une FM datasheet là-dessus qui est très bien faite, sur NFPA également. Il y a des standards sur tout ce qui est data center, protection, détection. Myriam Abibrat, MTT Expertise. Alors, je fais partie d'un cabinet marocain où on fait tout ce qui est estimation préalable avant sinistre et tout ce qui est assistance après sinistre en tant qu'expert assuré. Alors, ma question, en fait, est-ce qu'il y a une sorte de capitalisation, de retour d'expérience qui se fait au niveau de la compagnie entre le service sinistre et le service production pour améliorer le contrat, pas dans le sens d'augmentation de primes ou d'augmentation des franchises après sinistre, mais surtout dans tout ce qui est conditions contractuelles, où on va pousser l'industriel ou l'assuré à s'améliorer et à mettre en place en fait des dispositifs qui vont permettre, je ne vais pas dire optimiser ou minimiser les dégâts en cas de sinistre. Je vous ai entendu parler tout à l'heure de tout ce qui est perte d'exploitation pour indisponibilité d'une pièce. Je vous parle d'un vécu. En fait, on a vécu des sinistres répétitifs chez des assurés sur 2 ans ou 3 où on paie pratiquement la même chose pour des sinistres identiques, alors qu'il fallait juste capitaliser sur le premier sinistre pour gagner davantage sur l'indemnité. C'est tout simplement le sujet de l'exploitation des retours d'expérience sinistre. Je crois qu'effectivement, dans le monde idéal, il faut créer le cercle vertueux, c'est-à-dire que les gros dossiers, ou voire même les dossiers répétitifs, il faut que les services sinistres se rapprochent de ceux qui ont fait les études de prévention, il faut qu'ils se rapprochent de ceux qui vont établir le plan d'assurance. Il faut effectivement, dans un monde idéal, mieux exploiter les retours d'expérience de dossiers. Il ne devrait pas y avoir de gestion de dossiers sinistres importants sans qu'il y ait
une analyse de cause en liaison avec les experts, une analyse d'impact, une analyse sur les insuffisances constatées, que ce soit, et une analyse pour améliorer le texte, pour autant que ce soit possible. Améliorer donc oui, c'est un travail d'équipe. En fait, la gestion de risque en risque industriel dans notre métier, c'est à l'évidence une gestion d'équipe. Et encore plus aujourd'hui qu'hier, vu qu'on sait tous qu'on doit gérer ces affaires-là de façon complètement transversale. Donc, on doit se mettre également dans des exercices de cellules de crise. On doit intégrer l'ensemble, les considérations juridiques qui protègent également nos clients et également les dirigeants. Donc, et il y a toujours, dans toute situation de crise, des priorités absolues. Donc, il faut faire des choix et après les assumer. Ouais, en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que juste les recommandations qui se font dans le cadre des visites de risque, en fait, n'ont pas le même impact et ne se prennent pas au même degré de sérieux que les conditions contractuelles de garantie. Et en fait, quand on met ça sur le contrat, l'assuré, il sait très bien qu'il sera face à une règle proportionnelle en cas de sinistre, une règle de prime, et c'est là où ça pèse. Chez certains assurés, c'est un peu un choix de rétention. Donc ils préfèrent... certains assurés savent très bien que pour remplacer une machine, un four par exemple, il faudra 18 à 24 mois. On a eu le cas au Maroc, il fallait une armoire électrique, on a mis 25 mois pour la récupérer. D'accord, il fallait 6 mois de livraison des composants chinois pour ensuite les installer ensuite au Maroc. On a mis 25 mois. Et quand l'assuré en est conscient, c'est une sorte de rétention. Il va acheter 12 mois de perte d'exploitation, pourquoi pas, et puis le reste, il prend à sa charge. Après, quand on fait du risk management, eh ben, on se met autour de la table avec le courtier, avec l'assuré, et puis le préventeur, et l'assureur également, et puis le souscripteur, parce qu'on travaille tous ensemble dans ma société, et on essaye d'ajuster. On voit qu'il y a une recommandation, on voit ce qu'on peut faire au niveau prévention déjà. Est-ce qu'on peut avoir cette pièce en stock, pourquoi pas, ou en partie, ou avoir un contrat de livraison, par exemple, qui peut réduire la durée, et puis ensuite étendre la couverture s'il le faut. Mais ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir tripartiste un peu, hein. C'est un peu ça. C'est un véritable échange, effectivement, entre la société, l'assuré, et nos partenaires. Et puis il y a l'idéal et il y a la vraie vie. C'est-à-dire que des listes de recommandations, bon, pour écouter un petit peu les clients et observer beaucoup d'échanges, il y a les recommandations et le plan. C'est-à-dire que tout n'est pas réalisable. Les préventeurs ne sont pas non plus les industriels. Donc à un moment donné, ils ont des contraintes, ils font des priorités. Donc on ne peut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a une liste de recommandations, elles vont être systématiquement appliquées dans le délai. On sait tous qu'il y a l'idéal et puis il y a le possible, en fonction des budgets qui sont alloués également. Lorsqu'on constate qu'il y a un sinistre qui a éclos, on se rend compte qu'il y avait énormément de préalertes. Mais la société, enfin le site ou votre assuré ne l'a pas vu. Et quand on pose des questions, on se rend compte qu'il y a eu 10 départs d'incendie minimes au même endroit. C'est passé comme ça. On a des cas où c'était devenu la normalité d'éteindre. Dans certains sites, c'est normal d'éteindre. Voilà, c'était habituel, sauf qu'un incendie à cet endroit, c'est pas normal. Et puis au bout d'un moment, l'incendie a été non maîtrisé et on arrive à des dégâts conséquents. Donc déjà, lorsque le site est connu et qu'on arrive à regarder les presque accidents, ce que nous on appelle les presque accidents dans le cadre du retour d'expérience, ça permet de connaître, de cibler un peu plus. Lorsqu'on demande est-ce que vous l'avez fait, non, et ensuite lorsque nous on va faire nos expertises et qu'on va poser des questions, on va se rendre compte que dans les mois ou les années qui ont précédé, on avait déjà eu, voilà, quand je dis 10, c'est vraiment ça, mais on a 6-7 préalertes et on avait déjà le même sinistre qu'à l'éclair. Donc voilà, c'est un des axes. Et là, c'est pas de la prescription, hein, c'est de connaître son site et de connaître les dangers dans son site. On va prendre les 2 dernières questions pour pouvoir après clôturer dans les délais. Oui. Berton, Jean-Philippe Bessé. Vous avez fait état de la non-connaissance des nouveaux procédés ou des nouvelles matières. Le photovoltaïque, on commence à connaître un peu, mais c'est vrai que c'est arrivé au début, c'était pas si clair. Quel est moi j'ai toujours été surpris quand on veut amener à un client une expertise avec l'assureur de manquer d'expérience réelle. Est-ce que quand
quand on stocke de l'eau ou du lait en grande hauteur, est-ce que c'est un sprinklage naturel ou pas? Pourquoi on ne prend pas une palette et on met pas le feu dessous pour voir comment ça réagit? Alors, pareil pour les nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qui est possible de faire pour aider les industriels dans leur choix? Parce que sur les choses qui sont complètement connues, le M4, les panneaux sandwich, tout ça, c'est complètement fait. Par contre, sur les chargeurs de batterie, sur les nouvelles technologies, waouh! D'accord, alors le problème, on reprend le problème du lithium. C'est-à-dire que toute la réglementation incendie, qui est jusqu'à présent existante, on a un potentiel calorifique. On parle d'un potentiel calorifique à l'intérieur d'un local. Ce potentiel, en fait, c'est pas lui qui fait la puissance de l'incendie, c'est le comburant qu'on lui apporte. Vous fermez les fenêtres, c'est fini. On peut se poser des questions sur la ventilation des parcs de stationnement, par exemple. Voilà, est-ce que c'est vraiment utile de les ventiler, puisqu'on se rend compte qu'on est dans une incapacité opérationnelle de venir les éteindre. Donc c'est une approche qu'on a eue, qui est empirique, et maintenant il faut la revoir. Pourquoi? Parce que les batteries lithium, le comburant et le combustible sont à l'intérieur. Donc tout est là, une fois que ça s'emballe, on a une réaction en chaîne, pas besoin d'avoir une interaction avec l'environnement. Donc c'est une approche, déjà il faut connaître le produit, il faut avoir anticipé sur la manière de réagir des institutionnels, quels sont les moyens à leur disposition. Si on prend les pompiers maintenant, les voitures hybrides, on les immerge dans une caisse d'eau, hein, mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour arrêter une batterie lithium, c'est un peu ça. Comment on les stocke? Elles interagissent entre elles. Certaines batteries, certains constructeurs interagissent entre elles. Vous en stockez 3-4 l'une au-dessus de l'autre, elles vont se mettre en échauffement. Et c'est ce qu'on découvre au fur et à mesure des pratiques. Sauf que c'est des petits incidents, il n'y a qu'une batterie qui a brûlé. Il y a eu un échauffement constaté. Et ça se capitalise au fur et à mesure et ça fera évoluer. Donc la démarche à faire, c'est déjà de connaître son produit et d'être très réactif. Donc je dirais qu'on arrive à capitaliser de l'information, on la fait remonter à différents organes pour que ça puisse évoluer assez vite. Le législatif, c'est très long. Donc on a d'autres leviers, c'est le conseil en direct sur de la prévention, parce que nous on a rencontré ce problème-là, on ne va pas vous dire ça va arriver, dans tous les cas on l'a vu 4 fois, et ce que vous faites chez vous c'est à peu près la même chose. Donc voilà, c'est comme ça que nous on va aborder pour essayer d'apporter une explication sur le risque qu'on a rencontré à court délai. Je crois que quand on a inventé la roue, on ne s'est pas posé la question des conséquences. Je pense qu'on continue un peu sur le même lancé. C'est exactement ça. Bon, il y a certaines entreprises qui ont développé depuis à peu près 30-40 ans une procédure qui s'appelle le management of change, où la gestion du changement, c'est tout changement dans l'entreprise, on fait une analyse de risque. Et on voit quelles sont les conséquences de ce changement, qu'est-ce que ça peut induire comme nouveau risque et qu'est-ce qu'on doit en mettre comme système de protection. Il se trouve qu'on est dans un monde qui évolue très vite, des technologies qui sont nouvelles, et on arrive après coup. Et en effet, on voit ça sur le terrain et on essaie de s'adapter. On développe des tests. Le plus important, c'est de faire des tests dans toutes les configurations données pour ensuite faire des standards. Je ne parle même pas de législation. La législation, elle vient beaucoup plus tard. Mais les standards, c'est une chose que l'on fait régulièrement. Il y a quelques entreprises dans le monde qui le font, qui testent ces nouveaux produits. Et c'est la clé. Hein. Je crois qu'il y avait une dernière question devant. Et ça sera la dernière pour nous permettre de conclure et de vous libérer pour aller déjeuner après la conclusion. Bonjour, Franck Grimonpont, Suez. Moi, j'ai une question qui concerne les protections incendie. Donc, on a bien compris qu'on est dans un multicouche de gruyère. Et il me semble que la protection incendie est quand même très très souvent particulièrement vulnérable et exceptionnellement vulnérable. Il y a une espèce de tabou autour du fait que les entreprises de protection incendie jouissent d'une espèce d'impunité en fait, aussi bien lié au fait que souvent le design est très mauvais et l'exécution encore pire. Et personne n'en parle jamais. Il n'y a pas vraiment de recours contre ces sociétés-là, etc. J'aimerais bien que de temps en temps on en parle. Est-ce que c'est possible de me dire si je me trompe? Est-ce que quelqu'un est capable de donner un avis sur ce sujet? Donc la sécurité incendie, on va prendre l'exemple de la détection. On a des évolutions technologiques. Même la protection. Hein. Alors oui, mais on peut peut-être essayer de faire tous les parties de la protection incendie, mais forcément c'est des outils qui sont mis à disposition et ils sont perfectibles. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vendu au début à l'assuré ou à l'exploitant? Là, on se rend compte que entre ce qui était proposé au début et ce qui a été pris par l'exploitant pour les raisons qui sont les siennes, ne sont pas forcément le package complet. Donc nous, c'est ce qu'on peut remarquer. C'est pour ça que je prends l'exemple d'une détection qui est un exemple concret. Détection vidéo, voilà, il y a plusieurs systèmes qui existent. Et après, pour des questions de coût, on refuse d'avoir la partie qui est la plus perfectionnée, et puis on va prendre celle dans laquelle il y a des trous dans la raquette. Et les trous dans la raquette, ça arrive à l'incendie. Donc il y a cette partie-là.
Maintenant, sur la partie mise en cause propre de la mise en sécurité incendie, à partir du moment où c'est l'exploitant qui a réceptionné cet outillage et puis qui est chargé de faire l'entretien et d'assurer le fonctionnement, c'est le vrai problème, c'est que l'exploitant est responsable. Donc à chaque fois qu'on arrivait, avez-vous fait les entretiens? Oui, non, il n'y a pas eu d'entretien qui a été fait, ou pas au bon moment, ou l'opérateur qui était sur place n'a pas compris l'interface. C'est-à-dire que vous prenez un SSI, vous avez une zone de détection qui est faite. Généralement, ce qui se passe, c'est que l'opérateur entre les deux, il prend la lecture de plans qui sont généralement pas faciles, et puis il s'est trompé de zone. Et le feu a pu se développer là facilement. L'outil a fait son travail, l'interface ne l'a pas faite. C'est-à-dire qu'on a un problème d'interface. Mais les interfaces des SSI, si on prend les SSI, sont empiriques. C'est-à-dire qu'on pourrait maintenant, avec les moyens qu'on a, avoir des vues qui permettraient de comprendre bien plus le développement du sinistre. On a de la 3D, des choses comme ça qui existent, mais qui ne sont pas imposées réglementairement. Et pour autant, on sait que la transmission de l'information, c'est ce qui est essentiel pour pouvoir intervenir rapidement dans le cadre d'un incendie. Donc là, ça ne répond pas forcément à votre question sur la mise en cause de l'outil, mais c'est surtout l'interface et l'exploitant qui est souvent mis devant les faits en disant bah oui, j'aurais dû faire ça ou vous auriez dû faire ça. Enfin, c'est partagé, mais... Moi, je dirais que il y a un manque d'expertise. Il faut le dire. Sur certains continents, c'est criant, plus que sur d'autres. On a normalement, quand on monte un système, il y a une préconisation. Ensuite, c'est installé, mais on revoit les plans avant. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle un test en fait, de réception. Et c'était fait anciennement par certains assureurs. Maintenant, il n'y a même plus ce test de réception. Et vous avez un vendeur qui vient, qui vous préconise un système, le système est installé, et puis on découvre quelques années plus tard qu'il n'est pas du tout approprié pour la charge combustible que vous avez. Il est mal monté, mal conçu, Tout à fait. Très régulièrement. Tout à fait. La plupart des incidents qu'on a, si vous prenez les systèmes de protection fixes, les sprinklers, les cas d'échec où ça ne fonctionne pas, c'est quoi? C'est du design. La plupart du temps, c'est de la mise hors service intempestive, parce que vous avez des opérateurs qui ne savent pas comment ça fonctionne. Alors ils vont fermer la vanne, c'est très simple, ou ils ne vont pas tester les pompes incendie, par exemple, ça ne fonctionne pas, c'est rouge, mais c'est tout rouge, c'est incendie, c'est beau, mais par contre, c'est jamais testé. On a ce problème-là, mais moi je pense que c'est un problème essentiellement de formation. Je le vois de formation et d'expertise, à tous les niveaux. Il y a aussi des problèmes d'installation, il ne faut pas non plus le nier que parfois on a des installations sur lesquelles on a des problématiques à la fois de conception et à la fois de mise en œuvre, c'est clair, il y en a. Effectivement, c'est des procédures assez longues lorsque effectivement on va le démontrer. J'ai en tête effectivement des opérations dans lesquelles il a fallu démontrer que la boulonnerie installée n'était pas conforme, par exemple. Effectivement, on a des produits qui viennent de l'autre côté du monde et parfois on a des séries de problématiques au niveau de la mise en œuvre réelle. Et oui, c'est long, mais on y arrive, on le fait. On va terminer avec cet atelier, puisqu'on a respecté notre timing. Si je peux conclure, déjà merci à mes 4 intervenants, Christine, Julien, Christian et Didier. J'ai pris un réel plaisir à travailler avec eux pour vous présenter cet atelier. En tout cas, moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'on peut tous être concernés par un incendie. Ça n'arrive pas qu'aux autres, que c'est l'affaire de chacun au sein d'une entreprise et qu'il faut qu'on travaille tous avec tous les niveaux de l'entreprise, qu'il faut travailler aussi en amont sur la prévention, bien réfléchir à chaque projet qu'on monte pour voir les impacts possibles. J'ai été surprise de découvrir comment on éteignait un incendie de voiture électrique. Ça a fait réfléchir. Et puis, c'est important de travailler en collaboration avec nos courtiers, avec nos assureurs, du moment de la prévention jusqu'à la gestion d'un sinistre. Je suis intimement convaincue, pour ma part, en tant que responsable assurance, que ce lien et ce travail en collaboration est indispensable et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, et en tout cas bien avancer, et avancer dans des conditions correctes. Je vous remercie aussi à vous tous d'avoir participé à cet atelier. On a été agréablement surpris du nombre d'inscrits.